Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Un truc que j'ai appris, c'est que entre le moment où tu n'as plus de cash et la faillite, il y a 2 ans. On a toujours l'impression que... ouais, parce que 2 ans où tu arrives à payer tes collaborateurs et tout. Bah, tu peux tirer sur les fournisseurs, tu peux tirer sur les charges sociales, payer les collaborateurs, tu dois faire. Voilà. Ouais, bah oui, c'est pour ça, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Mais tu peux delayer retarder les charges sociales, les charges patronales, les fournisseurs. Et donc, tu as vraiment 2 ans. Par contre, pour sortir de ce mécanisme où tu n'es pas profitable, 2 ans, c'est court, quoi. C'est très, très court. Mais c'est quand même plus long que ce qu'on croit. Et si je prends du recul sur ce que tu dis là, t'as 2 ans, ok. Est-ce que c'est honnête ou malhonnête ? Ce que je veux dire, c'est qu'au bout de 2 ans, tu peux mettre quand même pas mal de gens dans la mouise. C'est-à-dire, ok, t'as payé tes collaborateurs, mais par exemple, si toi tu t'en es sorti, donc c'est bien, et t'as payé tout le monde après, t'as remboursé tes dettes. Si tu t'en sors pas, si tu tires sur tes factures fournisseurs, à un moment, bah, tu les rembourses pas. C'est risqué, quoi. Tu risques la faillite et là, tout le monde en souffre, quoi. Ouais. Mais oui, bah moi, je regrette pas de l'avoir fait, sinon la boîte serait plus là. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, t'as plus le choix, quoi. Je me suis fâché avec mon parrain qui était le livreur de mazout. Parce que j'ai pas payé ses factures pendant 5 ans. Livreur de mazout pour le chauffage, ok. Ouais. Et donc j'ai pas payé ses factures pendant 5 ans et c'était mon parrain, mais j'avais pas le choix et aujourd'hui il m'en veut plus donc ça va. Okay. mais c'était nécessaire. C'est ça où je mettais la boîte par terre. Surtout que quand même en Europe, plus tu montes, notamment vers la Hollande, plus on rigole pas avec ce genre de truc, quoi. Je veux dire, je pense aux Hollandais qui ont une grosse réputation de barre de fer, mais je pense que les Belges, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut payer rubis sur l'ongle, faut pas déconner sur ce genre de truc, quoi. Généralement. Ouais. Après, les gens sont compréhensifs. Hein. Ouais. Donc tu leur expliques. Oui. Quand t'es transparent, clair et que t'as un vrai plan d'action, faut pas venir sans plan d'action. Ouais, tu recules pas en disant oui, je te paye la semaine prochaine. Non, parce que si tu fais ça une semaine, ça va, mais si tu fais ça toutes les semaines, ils vont plus te croire. Ok. Donc c'est pas. C'est pareil pour les employés. Hein. Tu peux pas leur raconter des conneries. Dans ces moments-là où tout va mal, t'es obligé de leur dire parce qu'ils vont le voir, quoi. Et donc si tu commences à leur faire croire que tout va bien, vous inquiétez pas, tu vas juste perdre leur confiance, quoi. En revanche, tout ne va pas mal. Puisque tu continues et que tu vas vers le cash va mal, mais par contre tu dois avoir un vrai plan. Tu dis voilà ce qu'on va faire pour mettre en place. J'ai besoin de vous pour faire ceci, cela, et on va s'en sortir si on fait ça. Comment ça se passe dans ta tête ? Parce que c'est arrivé plusieurs fois chez toi. Ouais, c'est arrivé souvent. Oui. Et, ce que je garde, c'est ça. C'est je reste transparent. J'explique. Il faut un vrai plan d'action. Tu dors la nuit ? À ces moments-là, tu dors pas bien, ça c'est sûr. J'ai souvenir d'une fois où j'ai dû composer un email où on licenciait 30% de la boîte. J'ai encore ce souvenir de ce moment où j'écrivais le mail, j'ai tiré juste le plus loin que je pouvais. Mais là, ça allait plus. C'était la faillite où vraiment je devais faire un licenciement fort, quoi, pour redevenir break-even. Et je me souviens encore écrire cet email le soir, de 8h du soir à 1h du matin, en devant sélectionner qui je gardais pas. T'as écrit dans l'email qui restait, et pourquoi, etc. C'était un email au board en disant voilà, mon plan. Après, le lendemain, je l'ai dit aux employés. Mon plan pour dresser la boîte, il passe par ça. Et dans ces moments-là, c'est très dur, mais il faut le faire. Il faut le faire fort. C'est-à-dire, tu peux pas dire t'es obligé de te faire mal, quoi. C'est-à-dire, si tu dis je vais licencier 5%, tu te dis, toi, on est entrepreneur, tous les entrepreneurs sont optimistes, tu te dis ouais, ça va marcher. J'enlève un petit peu mes coûts et ça va mieux marcher. Après, la réalité, c'est que c'est pas facile de faire pivoter une boîte. Ça marche pas facilement et ça se fait pas en quelques mois. Et donc, si tu le fais trop peu, tu te retrouves à devoir licencier encore dans 2 mois plus tard, puis 2 mois plus tard, et là, tu perds toute la confiance de tout le monde. Et donc, il faut se faire vraiment mal une fois pour toutes et redresser la barre et redémarrer. Mais quand tu fais ça, la seule manière de garder les équipes motivées, c'est d'être hyper transparent, d'avoir un vrai plan d'action, de leur expliquer pourquoi, et les gens s'accrochent. J'étais surpris quand j'avais fait ça, personne n'est parti de la boîte après. Je me suis dit, avec ce plan-là, les gens vont stresser, il y en a qui vont partir parce que ils sont pas safe. Mais en fait, non, ils sont restés. Quand on leur explique le challenge et qu'on a besoin d'eux, ils restent, quoi. C'était ma question d'après, ouais, en effet. Donc, quand tu fais ça, t'as pas un syndrome post-traumatique très fort, quoi. Si tu le fais bien, si tu caches le fait que ça va mal, etc., là, les bruits de couloir vont prendre l'amplitude et j'imagine que les gens seront pas à l'aise, quoi. Et tu dis que donc t'as pas beaucoup levé, paradoxalement. La deuxième levée, 2015, t'as levé combien ? 7,4 millions. D'accord. Et ces histoires, c'était plutôt avant 2010 ou ça a continué entre 2010 et 2020 ? Alors, avant 2010, j'étais en permanence en flux tendu. Je payais les salaires le 10 du mois suivant parce que j'arrivais pas. Mais en même temps, j'avais pas grand monde, donc c'était pas très risqué.
Et puis en 2010, j'ai cru que j'étais super riche. Tu reçois 3 millions du jour au lendemain, j'avais jamais rien sur mon compte. Donc là, on a engagé comme des fous. Puis 18 mois plus tard, il me restait 2 semaines de trésorerie. Donc rebelote, on repartait dans un mode. Et là, ils très disent hard. quoi, Sophie Nova? Ils disent t'as fait de la merde. Ils paniquent. Ouais, ils paniquent. Ils paniquent vraiment. Ils sont toujours là ou Ouais, ils sont toujours là. On va pas dire plus mal. Ouais, non, c'était grosse Ils sont panique, très heureux du coup maintenant en plus. Maintenant, ça va, ouais. 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 La valo a été bien. Et puis, on a relevé de l'argent, on a redépensé, puis rebelote, il faut stabiliser. Et en même temps, c'est ce que tu dois faire. C'est-à-dire que quand tu reçois beaucoup d'argent, quand tu as fait une augmentation de capital, ton but, c'est de l'investir vite. Le but, c'est d'aller vite, mais pas trop vite pour pas que tu te grilles, quoi. Donc, c'est normal de consommer l'argent très vite, puis de stabiliser après. C'est juste pas facile. Et à ce moment-là, t'as pas voulu relever quand tu étais au bord du précipice? J'ai un endroit je suis à un moment où ça devient compliqué parce que j'ai à peine plus que la moitié départ, donc 55-56% départ. Et mon objectif, c'est de rester majoritaire. C'est vraiment un confort pour moi de pouvoir tout décider, de ne pas me justifier, de pas. Et donc, j'ai plus non plus beaucoup de marge pour lever. Non, mais je veux dire, dans ces périodes-là, avant que ta deuxième levée de fonds, par exemple, tu avais de la marge potentiellement, mais tu pouvais pas lever. Ah oui, mais non, alors là, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que entre la première et la deuxième, les investisseurs étaient pas très bons pour moi. Ils ont essayé de faire une prise de contrôle de l'entreprise. Ils sont arrivés en disant il y a plus de cash, ça va pas du tout, c'est pas bien, tu es un mauvais gestionnaire, blablabla. Il y a plus de cash. Alors moi, je suis venu avec une solution en disant j'ai un peu d'argent ici. Ils ont dit non, on veut pas. On refuse de rentrer du cash de l'entreprise. Mais voici une offre de 2 millions d'euros d'augmentation de capital avec une valo qui était inférieure au premier tour. Et entre-temps, on a multiplié le chiffre d'affaires par 10. Et donc, c'était en fait une prise de contrôle de l'entreprise parce que voilà. Et donc là, ma réaction était, on s'est battu pendant des mois avec des avocats. Vous pouvez pas bloquer le capital. On s'est gueulé dessus, etc. Et puis à un moment, j'en pouvais plus et j'ai dit j'en ai marre de toutes ces conneries. Je dois devenir indépendant financièrement. Et c'est là où j'ai fait ma liste de 30% des gens. Mon plan d'action où on a commencé au lieu de vendre au mensuel, on vendait au yearly. Des plans annuels, j'ai commencé à dire mais maintenant vous vendez des plans 3 ans, vous vendez des services, je sais pas quoi, mais on doit remontrer, et c'est là qu'on a fait le pivot sur le business model aussi. On était de full open source à open core, parce que je voulais plus être fragile et dépendant des investisseurs, quoi. Et donc du coup tu leur as dit un peu fuck quand même, c'est un peu l'idée. Je l'ai pas dit, je l'ai fait.